Bienvenue dans T'as raté le coche. Aujourd'hui, on va consacrer l'épisode au 100% télétravail. Exemple d'une entreprise qui a mis en place le full remote. Et ce qui m'intéresse réellement de savoir, c'est comment on s'y prend, comment on s'y prépare, quel process spécifique on va mettre en place. J'ai deux invités aujourd'hui, David. Bonjour Christophe. Et puis Guillaume. Bonjour Christophe. Je vais laisser Guillaume se présenter. Ouais, alors moi je suis donc Guillaume. On a créé il y a quelques années No Place Like Work. On a vraiment la volonté de réinventer un petit peu le travail en créant des lieux comme à la maison pour justement accueillir des activités professionnelles comme des réunions, des séminaires ou des travailleurs qui veulent se réunir entre eux à l'occasion de journées. Et David. Donc, je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail et CEO fondateur d'Assess First, donc une boîte qui est passée en full remote depuis 4 ans et demi maintenant. Alors pourquoi vous êtes passé en full remote ? Alors, en fait, pourquoi on est passé en full remote ? Faut se remettre en contexte. On a découvert le confinement, un petit peu comme tout le monde. Je crois que c'était le 17 mars 2020. Et donc, très vite, on a dû s'adapter. On a dû commencer à se dire, voilà, Assess First, c'était une boîte 100% full office, on va dire. Donc, il faut tout réinventer la manière dont tu vas collaborer, comment tu échanges les informations, comment tu t'organises, parce que il faut continuer à bosser. Et en fait, très très rapidement, on s'est quand même rendu compte que ça fonctionnait plutôt bien pour nous, même si bien évidemment tout n'était pas parfait. Il y a eu plein d'ajustements, on va en parler à l'occasion de ce podcast, j'imagine. Mais je crois que c'est, je sais plus, peut-être 1 mois et demi, 2 mois après avoir été confiné, on va dire, qu'on s'est dit, mais pourquoi pas pour toujours en fait. Guillaume, toi, dans tes clients qui utilisent tes lieux, est-ce que tu as beaucoup de boîtes qui sont dans ce mode full remote ? Ou est-ce que c'est des boîtes qui sont un peu en télétravail, un peu au bureau ? Ouais, alors nous, en fait, on a commencé justement le modèle No Place Like Work du travail comme à la maison avant le confinement. Donc, on avait déjà la volonté d'emmener les entreprises vers quelque chose de nouveau qui sortait de la salle de réunion classique, traditionnelle, en les emmenant vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus humanisé, qui allait vraiment créer du lien entre les salariés. Évidemment, en 2020, ça s'est accéléré. Tout le monde a été un petit peu secoué par le Covid et a dû modifier ses manières de fonctionner, de travailler, de se réunir surtout. Il y a beaucoup de boîtes qui ont rendu leur siège là où ils allaient se réunir habituellement et il fallait trouver des solutions. Donc, comment se réunir quand on se réunit moins ? Les gens ont voulu se retrouver dans des endroits qui étaient plus sympas. Donc, finalement, se réunir mieux. Et notre business, pour le coup, a vraiment explosé à ce moment-là, puisqu'on s'est vraiment dit des lieux comme à la maison, des grandes maisons où on se retrouve tous et on recrée du lien, c'est assez idéal. Ouais, parce que toi, tes lieux, ils ont des capacités de 50 à 150 personnes. Ouais, on n'est pas sur... exactement, on n'est pas sur de la grosse réunion. Donc, le 500 personnes, etc., la salle événementielle qui envoie du lourd, c'est finalement un peu moins cosy. Et on s'éloigne un petit peu de ce côté-là. Donc ouais, j'ai des salles qui vont même de 10 personnes jusqu'à du 60, 100. On va rarement au-delà de 120 personnes. Et justement, on va sur des sites internet pour se faire connaître et pour que les entreprises puissent réserver ces lieux-là. Des sites comme Office Riders, par exemple, qui sont vraiment spécialisés dans de l'accueil comme à la maison. Et c'est des vraies maisons, c'est des vrais lieux de vie. Donc, pour le coup, oui, il n'y a pas de capacitaire supérieur à 200 personnes, quoi. Alors, c'est un peu le nouveau coworking, plus en mode, je suis dans mon salon, quoi. Oui et non. Il y a des lieux, en effet, je pense, qui accueillent du coworking. Nous, on a fait le choix vraiment aujourd'hui de privatiser les lieux. C'est uniquement des entreprises qui vont réserver la totalité de la surface et qui ne partagent pas leur mètre carré avec d'autres sociétés. Donc, pour le coup, il y a les coworking, ça on connaît, et s'ils veulent aller justement échanger avec d'autres boîtes, etc., ou qu'une entreprise veut inviter d'autres entreprises, comme tu le fais aujourd'hui, pour parler, etc., échanger, ça se fait. Par contre, si on a envie d'aller travailler pour soi, on peut garantir à fond la confidentialité et vraiment créer du lien avec ses membres d'équipe. David, quand tu dis, OK, on était full présentiel, et finalement, on va switcher du jour au lendemain, c'est ça le truc ? C'est d'un seul coup ? Ouais, ça s'est fait de manière assez soudaine. Après, ce passage justement en remote, on va dire, forcé, ça nous a amené, je pense aussi à... Ça a été aidé par le confinement, ils étaient déjà en remote.
Ouais, on était en remote, en effet, du fait du confinement. Mais cette période, si tu veux, ça nous a amené aussi à réinterroger même la notion de travail. C'est-à-dire que tu te rends compte à un moment donné que, en effet, on a tous été habitués à venir au bureau à une certaine heure, à s'arrêter à midi, à reprendre, ou à 12h30, reprendre à 14h, arrêter à 18h, peut-être se taper entre 30 minutes et 1h30 de trajet pour aller, pour venir. À un moment donné, tu vois, on s'est aussi posé la question, on s'est dit, attends, ça, c'est un héritage de l'ère industrielle. Quand tu es dans un mode d'organisation du travail où tu as besoin de venir à une usine à une certaine heure précise, avoir tout le monde dans la même unité de temps, une même unité de lieu, ça fait sens. Mais aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'un téléphone. Dans notre secteur, absolument. Tu as besoin d'une connexion Internet. Tu peux travailler potentiellement depuis n'importe où. En plus, on a trouvé que c'était très, très aligné par rapport à la mission même de la boîte, qui est de permettre aux entreprises de recruter des gens pour qui ils sont, les inspirer à exprimer leur plein potentiel. Pourquoi pas aller encore plus loin en permettant à nos propres collabs de mener une vie personnelle qui est en accord avec également qui ils sont, avec leurs projets fondamentaux, enfin leurs projets, leurs besoins personnels, et de se dire, en fait, on est parti du principe, c'est dit, on n'a pas besoin d'être à Paris, et on n'a pas besoin de forcer nos collaborateurs d'être à Paris pour construire une boîte extraordinaire et puis continuer à exécuter notre mission, en fait. Du coup, c'est un changement de culture d'entreprise radical. Ouais. Il y a une étude aux États-Unis qui est sortie, qui a été réactualisée récemment, qui dit qu'en fait, il y a un recul actuellement du full remote aux US, et notamment auprès des jeunes générations qui, quand elles vont chercher un job aujourd'hui, boudent le full remote parce qu'elles ont besoin du présentiel pour les accompagner dans leur prise de poste. Puisqu'aux États-Unis, tu sais que, en gros, tu vas faire un contrat d'1 an, puis 2 ans, puis ça va très vite. On n'en est pas encore là en France, mais on commence à suivre cette tendance de limiter la durée de vie de la présence d'un collaborateur en entreprise. Donc, changement de culture d'entreprise. En fait, là où je veux en venir, c'est quand tu veux faire un changement radical comme ça. Je sais que chez Assess First, la population est quand même assez jeune. Ouais. C'est une révolution qui n'est pas forcément acceptée par toutes et par tous. Si? Alors, on était 55 quand on a décidé de notre passage en full remote. Donc, on l'a annoncé à l'occasion d'un Zoom, donc visioconférence, voilà. Et donc, on a eu des réactions, si tu veux, qui ont été assez extrêmes dans les deux sens. C'est-à-dire, enfin, il y avait vraiment deux réactions différentes. Il y avait, et chez les mêmes personnes en plus. D'une part, le « waouh, c'est incroyable, on va pouvoir travailler de n'importe où, je suis plus obligé d'habiter à Paris, éventuellement, je peux habiter à Marseille, à Bordeaux, peu importe, voire à l'étranger ». Et puis, en même temps, il y avait le « que va-t-il advenir de notre culture d'entreprise ?» Parce qu'à Assessor, oui, culture assez jeune, start-up, tech, en plus une entreprise avec une mission très très forte, des gens très engagés. Et donc, on se dit comment on va faire pour continuer à vivre cette culture de boîte. Donc, il y avait ça. Après, je pense que tu parlais du recul du full remote, notamment chez les jeunes. Je comprends tout à fait. En effet, mais pourquoi? En fait, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Je sais pas si c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, c'est radicalement différent de gérer un onboarding en présentiel et un onboarding à distance. Et si tu veux, nous, ça fait partie des premières choses sur lesquelles on a travaillé. Se dire, de toute manière, voilà, la décision est prise. Bien évidemment, il va falloir documenter passer, c'est-à-dire toute la connaissance de l'entreprise, que ce soit la connaissance produit, client, marché, peu importe. Donc, passer d'une connaissance essentiellement orale détenue par des individus A, B, C, D, E, à formaliser tout à l'écrit. Et également, donc le deuxième aspect, c'était de se dire, attends, on continue, on est en plein développement, donc on va continuer à recruter. Donc, comment on va gérer cet onboarding? Et je pense que l'erreur que font la plupart des boîtes, donc qui veulent soit passer un modèle full remote ou se lancer en hybride, c'est de se dire comment est-ce que je peux prendre mon modèle d'onboarding et l'adapter à du distanciel. En fait, c'est pas ça. Il faut faire tabula rasa, se dire ok, on enlève tout, on repart de zéro et comment on construit de zéro le meilleur modèle d'onboarding possible, mais pensé pour le 100% distanciel. Je te donne un exemple. Tu as une nouvelle qui arrive dans l'entreprise. Bon,
C'est pas forcément préparé, il sait pas trop ce qu'il a à faire. Il avait une réunion prévue avec son ou sa manager. Le ou la manager en question a un empêchement, peut pas. Il fait quoi? Tu te retournes, tu as ton collègue, tu peux discuter avec lui, tu peux éventuellement aller à la machine à café, tu peux solliciter des gens. Imagine-toi maintenant que ton onboarding soit mal préparé en distanciel. Tu fais quoi? Tu te retrouves devant ton ordi, devant ton Slack, t'as rien à faire en fait. Enfin, je sais pas si tu imagines le niveau d'isolement, de détresse que tu peux ressentir à ce moment-là. Donc là, on a conçu tout un programme qui va durer à peu près un mois, qui est ultra timé, où les personnes savent exactement ce qu'elles ont à faire. Donc bien évidemment, il y a de la connaissance. On va leur donner des infos justement sur la culture. Il y a une partie sur leur job, bien évidemment, sur les outils. Mais aussi, on va leur permettre de rencontrer les personnes de leur équipe, mais aussi des personnes d'équipes totalement random, de manière à leur permettre le plus possible de s'imprégner de ce qui fait justement cette culture Access First et de connaître pas seulement leur petit job ou leur petite équipe entre guillemets, mais d'avoir une vision la plus large possible de la boîte, quoi. Donc une construction en fait, une reconstruction des process RH autour de ce nouveau mode de travail. Pour autant, ça ne veut pas dire full remote que les gens ne se voient plus. Non, surtout pas. Donc c'est quoi les routines? Qu'est-ce qu'ont le droit de faire les collaborateurs? Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, d'appeler Guillaume et de lui dire écoute, là on est 15 à Paris, on va privatiser ton lieu parce qu'on bosse chez Access First et on voudrait avoir un lieu pour... Est-ce que ça, c'est une pratique existante, courante Alors la première chose déjà qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas confondre full remote et assignation à résidence. Ils n'ont pas de bracelet électronique, il n'y a pas de problème, ils peuvent bosser d'où ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a vraiment construit ce nouveau mode de collaboration, on va dire. On l'a co-construit avec les personnes. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu as des personnes qui ont plus ou moins que d'autres besoin de rencontrer leurs collègues. Tu as des équipes, par exemple, dans lesquelles il n'y a pratiquement jamais de coworking, de travail. Alors, bien évidemment, ils ont on organise des team building. Donc, il y a 2 fois par an, on a un gros team building. Donc, un en mars, un en septembre. Donc, et généralement, ce qui est assez intéressant, on a décidé de les faire tous les 6 mois aussi pour permettre aux nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes, aussi de pouvoir très très vite rencontrer les gens en vrai. Parce que, on a beau dire ce qu'on veut, quand tu vis des expériences, et on fait en sorte de faire vivre aux personnes chez Access First des expériences assez extraordinaires. Quand tu emmènes tout le monde sur un catamaran, par exemple, entre Ibiza et Formentera, quand tu, les emmènes en exploration dans tel ou tel pays d'Europe, ou même en France, on fait des choses aussi très très bien en France, en restant en France, en fait, ça soude les équipes. Et il y a également des budgets qui ont été définis, dont certains sont gérés par les collabs et d'autres sont gérés par les managers. Et les managers ont la possibilité d'organiser pour soit leur équipe, donc là c'est en intra-équipe, à l'intérieur d'une même équipe, donc à un moment, je sais pas, ils vont partir 3 jours quelque part, où ils veulent en fait. Là, il y en a, je sais qu'il y en a qui vont partir, il y a toute la team sales qui va partir à Lisbonne, il y a d'autres équipes qui partent au ski des fois, enfin voilà. Et donc il y a cette possibilité en effet de se retrouver dans des lieux tels que celui que tu proposes, et qui permet de bénéficier d'un cadre qui va pas être le cadre d'un espace forcément de coworking. Après, chacun son truc, mais c'est vrai que moi, par exemple, je parle très personnellement, arriver dans un coworking, si tu veux, où tu vas avoir, toi, plein de monde avec des ordis de partout, t'as le mec qui est en train de passer, qui passe ses coups de fil, qui saoule tout le monde. Je sais pas, moi, je sais que ça ne me convient pas. Il y a des personnes aussi, j'en ai déjà parlé dans la boîte, auxquelles ça ne convient pas. Des espaces comme celui que tu proposes, t'es plus, pour reprendre la formule consacrée, t'es plus comme à la maison, en fait. Ouais, surtout quand on sait que les entreprises... alors, toi, t'es le cas extrême. Le full remote, c'est assez rare en France. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont passé ce cap. Les entreprises ont mis en place du télétravail. Et par contre, il y en a beaucoup qui ont revu leurs espaces de travail. C'est-à-dire qui ont relooké leur bureau, où tu peux avoir des décos presque similaires aux tiennes, qui ont créé des espaces qui ont investi des millions d'euros pour relooker, même si on se rend compte quand on y va que les trucs sont complètement vides. Mais voilà,
Il y a eu cet effet post-Covid de si on refait venir les collaborateurs au bureau, faut qu'ils aient envie de venir, et effectivement que ce soit suffisamment sexy, attractif en termes de lieu. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu double à ce niveau-là, c'est que nous, typiquement, on crée des lieux de vie pour le travail qui sont assez exceptionnels. Comme tu peux voir, et merci de l'avoir souligné, on crée vraiment des vraies ambiances, des histoires pour se sentir comme à la maison. Même si tu y travailles plusieurs jours d'affilée, quand on te dit d'aller travailler à une autre adresse, qu'on se dit mardi on se retrouve à un autre endroit, t'as beau être dans le meilleur bureau du monde, d'aller à un autre endroit le mardi à 8h, c'est excitant, c'est cool et c'est fédérateur. Tu vas retrouver tes salariés, ça recrée du lien d'aller dans un endroit nouveau. Alors changer tout le temps, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit une vraie source de productivité. Par contre, pour le coup, y aller de temps en temps, se retrouver, occuper de nouveaux espaces, ça je suis convaincu. Et c'est assez génial. Après, tu vois, tu parles de toutes ces entreprises qui ont réaménagé leurs bureaux et autres, et tu disais un peu sur le ton de la blague, on se rend compte qu'ils sont complètement vides. En fait, je pense qu'il faut bien comprendre que justement, tout ce télétravail, au départ, ça a été un peu forcé. Ensuite, voilà, c'est rentré un peu dans les mœurs. Ensuite, on voit qu'il y a le recul en arrière, en tout cas de la part de certaines boîtes. Ça a fondamentalement transformé, je pense, le rapport au travail. Et c'est pas simplement le fait de se dire « Ouais, j'ai envie d'être chez moi ». De temps en temps, 2 jours, 3 jours par semaine. C'est aussi, c'est quoi le type de management dont j'ai envie, qui me correspond peut-être le plus. C'est quoi le rapport que j'ai envie d'entretenir à mon entreprise. Et c'est pas en mettant de la peinture sur les murs, en foutant un baby-foot, une table de ping-pong, ou en mettant des poufs d'ailleurs qui généralement qui sont pas utilisés parce que si jamais tu vas te mettre dehors, on se dit qu'est-ce qu'il branle, il a rien d'autre à faire, il a pas le dossier à terminer là, pourquoi il est en train de faire ça? Donc si tu veux, c'est vraiment de se dire, tu vois, quand tu réaménages tes bureaux, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le penses vraiment pour optimiser la collaboration? Est-ce que ça s'accompagne d'une évolution des pratiques de management, du rapport à la confiance et autres? Ou alors est-ce que en gros c'est juste un coup de cosmétique que tu fais en te disant je vais faire ça pour faire revenir les gens, mais les faire revenir pourquoi en fait? Tu vois ce que je veux dire? Les faire revenir pour leur faire faire un job qui de toute façon ils pourraient faire depuis le confort de leur bureau personnel, de leur salon ou d'endroits tels que ceux que tu proposes. Ça n'a aucun sens en fait pour moi. Tu vois, c'est quoi l'expérience de travail que tu vas proposer? Je suis assez d'accord avec toi. Sur la partie, je le disais en préambule, tu as des salariés qui vont être opposés au modèle, des salariés qui vont kiffer travailler en remote. Tu as dit tout à l'heure, on a revu intégralement notre process d'onboarding. J'imagine que tu as revu également l'intégralité de ton process de recrutement, ou une partie du moins, pour aller chercher des profils adaptés au remote. Comment tu fais le tri? Parce que le remote est assez peu répandu en France. Bon, il y a quelques boîtes américaines qui le proposent, mais ça reste généralement au milieu de la tech. Il n'y a pas des milliers d'offres d'emploi sur le domaine. Donc, je pense que tu as dû augmenter largement ta capacité d'attraction auprès des candidats, qui en plus voient effectivement que tu vas te balader sur des séminaires en catamaran, que c'est sympa. Donc, en fait, vu de l'extérieur, la marque employeur est quand même relativement attractive. Mais tu risques pas aussi d'attirer un peu de candidats bullshit qui viennent pour aller à Ibiza et rester assis chez eux pour bosser? Comment tu fais pour te prémunir de ça? Alors en fait, ce qu'il faut, on a eu cette phase, tu sais, où on a beaucoup communiqué sur le remote, en effet. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on jouit d'une attractivité qui est vraiment sans précédent. C'est-à-dire que pour une offre d'emploi que l'on va publier, on va recevoir entre 500 et 900 candidatures pour un job, tu vois. C'est-à-dire, si on en publie 2, c'est entre 1000 et 2000 à peu près candidats. Et donc là-dedans, bien évidemment, dans ce lot de candidats, dans ce talent pool, tu vas avoir des gens qui sont intéressés par la mission. Tu vas avoir des gens, en effet, qui, des fois, moi, je reçois, même sur ma messagerie LinkedIn, j'en ai toutes les semaines de gens qui me disent, voilà, cher monsieur Bernard, j'ai vu que vous travaillez en remote, ça tombe bien, c'est exactement ce que je recherche. En fait, je leur explique à chaque fois, les gars, t'as pas compris, en fait. En fait, on est une entreprise avec une mission. Je veux dire, on est un business, on a aussi une mission, on veut transformer les pratiques de recrutement. Le fait de travailler en remote, c'est une modalité de travail. Il se trouve qu'on travaille en remote. C'est un détail.
Alors bien sûr, de notre côté, il faudra qu'on valide que les personnes aient également la capacité à travailler en remote, parce que là aussi, il y a une différence entre ce que tu peux imaginer être le travail en remote quand tu ne l'as jamais pratiqué et ce que c'est dans la réalité, quoi, tu vois. Donc, ça, ouais, c'est hyper important. Mais ça, tu le vois très rapidement. C'est-à-dire que dès le premier entretien qui est réalisé par Agathe, chez nous, qui s'occupe de la validation des candidatures, après, donc, le test, c'est-à-dire que on recrute sur le potentiel. Donc, étape numéro 1, ils vont compléter leur profil assessor. On va voir tout de suite, 1, si ça marche avec la culture. 2, on a un modèle qui permet de valider est-ce qu'ils sont remote compatible, c'est-à-dire est-ce qu'ils auront la capacité à travailler de manière productive, efficace, sans se sentir isolés dans cette modalité de full remote. Et ensuite, Agathe peut très rapidement détecter aussi les touristes, entre guillemets, ceux qui viennent parce que c'est sympa. Tu peux aller passer 6 mois ou je ne sais pas combien de mois, tu vois, à Bali en bouffant des coconut water et des Buddha balls, tu vois, sur la plage, en rentrant du surf. Et puis ceux qui ont vraiment envie de changer le monde du recrutement avec nous, en fait. Et dernière question, est-ce que tout type de salarié est capable de travailler en remote ? Non, clairement pas. Clairement pas. Tout le monde n'est pas fait pour le travail en remote. Après, si tu veux, on s'est rendu compte, justement, on a fait une étude, on a conduit une étude, donc on avait conduit une première étude à l'occasion du confinement, ensuite qu'on a reproduit par la suite, quelques années plus tard, donc dans des conditions hors confinement, et on s'est rendu compte qu'en gros, tu as 2 grands axes qui vont expliquer la capacité d'une personne à réussir à travailler en remote. Tu as un premier axe qui est un axe vraiment orienté très travail, c'est-à-dire que tu as des critères dessus tels que la proactivité, l'autonomie, la capacité à prendre des initiatives, le fait de tolérer l'incertitude également. Et tu as un deuxième axe qui est un axe plus social, entre guillemets. C'est-à-dire, et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas forcément les personnes, par exemple, les plus introverties qui vont s'éclater le plus en remote, ou les personnes extraverties. Tu pourrais te dire, la personne hyper extravertie, elle a besoin de voir souvent des gens. Non, il y a une différence entre est-ce que tu es capable d'aller chercher la relation. C'est bien aussi, tu vois, c'est-à-dire que si tu es chez toi, de pouvoir de toi-même aller faire le premier pas pour aller à la rencontre des autres. Et également, ensuite, tu as le rapport à l'autre. C'est est-ce que tu es dans une dépendance par rapport à l'autre ? Est-ce que tu as besoin de l'autre fondamentalement autour de toi pour te sentir bien ? Si c'est le cas, oui, peut-être que le full remote n'est pas fait pour toi, en effet. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Je vais laisser Eva nous présenter son quiz RH. Salut David. Salut Eva. Bienvenue dans mon quiz RH. Ravi. Est-ce que tu es prêt à répondre à 10 questions du tac au tac sans commentaire ? Je suis né prêt. Donc, Tant mieux. Alors on y va. Donc, selon toi, les employés préfèrent-ils des évaluations de performance continue ou bien des entretiens annuels ? Continue. Est-ce que tu crois que le télétravail réduit la collaboration efficace entre les équipes ? Non. Quelle soft skill penses-tu sera la plus importante pour les leaders RH de demain ? Adaptabilité, empathie, pensée critique ou communication ? Pensée critique, je pense. Crois-tu que le concept de semaine de travail de 4 jours deviendra la norme en France ? Non. Quel est ton environnement de travail idéal ? Bureau traditionnel, 100% remote ou un mix des deux ? Personnellement, full remote. Penses-tu que l'IA va supprimer des emplois dans la fonction RH ? Des tonnes. Eh bien. Pensez-vous que la diversité et l'inclusion sont actuellement bien intégrées dans les politiques RH et des entreprises françaises ? Absolument pas. Est-ce que tu as déjà envisagé de quitter un job à cause d'un manque de reconnaissance ? Non, je m'en fous de la vie des autres. Comme ça, c'est clair. Si tu peux introduire une nouvelle technologie dans la fonction RH de demain, laquelle choisirais-tu ? Capteur biométrique pour le bien-être, interface cerveau-machine pour l'engagement des employés, assistant virtuel RH basé sur l'IA, recrutement en réalité virtuelle ou l'évaluation des compétences par onde cérébrale. Évaluation des compétences par onde cérébrale. Pensez-vous que le droit du travail en France est un frein à la productivité des entreprises et au marché de l'emploi ? Définitivement. Eh bien, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, très clair. Eh ben, merci David. Merci. Et maintenant, je vais laisser Simon conclure avec vous. Je vais conclure en te tendant une perche, David, parce que le full remote, il est très peu pratiqué et il est bourré de représentations. J'aimerais savoir quel est le cliché qui t'insupporte le plus sur le fait de travailler en full remote. Le cliché qui m'insupporte le plus, je pense que c'est sans doute celui qui consiste à dire
Si on travaille en full remote, alors on bosse depuis chez soi uniquement, on va perdre, que va-t-il advenir de la culture d'entreprise? Enfin, ça, c'est insupportable, en fait. Insupportable. Et pour moi, si tu veux, une boîte qui constate, même en passant un petit peu à un peu de remote, à peut-être pas un effondrement, mais en tout cas un morcellement de sa culture d'entreprise, c'est juste un révélateur, en fait. En fait, le passage en hybride, en remote et en full remote encore plus, ne fait que révéler en fait des faiblesses dans la culture d'entreprise. Et je pense pas qu'il y ait des boîtes. Alors bien sûr, il y a des métiers qui sont pas télétravaillables, c'est pas le sujet. Mais pour toutes les boîtes qui disent on a besoin de se sentir, on a besoin d'être ensemble pour créer une vraie culture, non, c'est de la connerie en fait. C'est de la connerie. Enfin, encore une fois, on n'a pas besoin de se sentir. Enfin, bien sûr, c'est sympa. On a des moments de partage, on a des moments où on se voit. Mais je pense que c'est tellement important. Enfin, je veux dire, on n'a qu'une vie, tu vois. Et je veux dire, pourquoi forcer des gens à se dire, eh ben, tu sais quoi, toi, tu rêverais d'habiter à Marseille ou d'habiter, je sais pas, au Portugal, en Espagne, en Italie. Ben non, en fait, tu vas travailler t'as le droit d'être dans un rayon de 50 km autour de Paris parce que c'est là qu'on a décidé que tu vas travailler. Mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Enfin, pour moi, je suis convaincu que dans quelques années, dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, on se retournera et on dira, tu te rends compte, avant, les gens, ils étaient obligés d'aller travailler dans un endroit près d'une grande ville. Tout comme aujourd'hui, on regarde, on raconte aux enfants, tu te rends compte, avant, ton arrière-arrière-grand-père, il descendait à la mine. Mais je pense que c'est du même niveau, en fait. Je pense qu'à un moment donné, enfin, encore une fois, c'est pas le... Tu sais, on nous bassine les oreilles le future of work, blablabla. C'est pas le future of work, c'est now, le now of work, quoi. C'est le présent. Et je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas plus répandu, en fait. Merci beaucoup. Merci David, merci Guillaume, merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode, de Tara Telcoche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.